Salut! Aujourd'hui, on commence le cours sur la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, tu comprends qu'on l'a appelée comme ça après que la deuxième soit arrivée, parce qu'on ne l'aurait pas appelée la première, ne sachant pas qu'il y en aurait une deuxième. Donc, on l'a appelée, quand elle a existé, on l'a appelée la Grande Guerre, parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, une guerre n'avait concerné autant de pays. La Grande Guerre. Puis quand on dit que c'est une guerre mondiale, ça veut dire que le monde entier est entré en conflit. Je vais t'expliquer comment ça se fait que le monde entier est entré en conflit. Tout d'abord, sache que ces événements-là ont eu lieu de 1914 à 1918. Tu te rends compte? Ça fait pas si longtemps. Ça fait un peu plus de 100 ans. Avant de commencer à te parler de la guerre, il faut qu'on comprenne comment les gens vivaient à cette époque-là. Il y avait le monde de cette époque-là n'était pas le même qu'aujourd'hui. On vivait une époque de progrès technique, de progrès scientifique et de croissance économique. On a parlé de tout ça dans nos changements du 20e siècle. Sache que ce que nous, on vivait chez nous, en Europe, on le vivait aussi. Alors, tout ça, tous ces progrès-là ont fait en sorte qu'on a amélioré notre confort, on se nourrit mieux, puis maintenant on a accès au monde entier. Avec les bateaux, avec les trains, on a vraiment changé complètement notre façon de vivre. Bien, cette façon de vivre-là a amené aussi une grande consommation. On veut se procurer de plus en plus de produits qui sont fabriqués en usine. Puis, pour augmenter leur production, les usines doivent se procurer des matières premières. Les matières premières, c'est le produit dont on a besoin pour fabriquer un objet. Dans les matières, bon, tiens, regarde, justement, on veut pouvoir se procurer les voitures, on veut pouvoir les fabriquer, mais savais-tu que pour faire les pneus de ces voitures-là, il y a une matière première dont on a besoin, ça s'appelle le caoutchouc, et ça, on n'en trouve pas en Europe. On a besoin, pour nos progrès scientifiques, de métaux précieux. On a besoin, pour nos communications, de fils dans lesquels il y a du cuivre. On a besoin de trouver ces produits-là pour fabriquer ces objets-là. Et nos usines fonctionnent avec notre fameuse machine à vapeur. On a besoin de charbon, on a besoin d'huile pour faire fonctionner les engrenages. Et tout ça, on ne trouve pas nécessairement tout ça chez nous. Pour pouvoir se procurer ça, on va devoir faire appel à nos colonies. J'aimerais ça te montrer une vidéo où on voit comment les gens vivent à Paris à la belle époque. C'est des images réelles qui ont été retouchées et puis on voit la mode, on voit les moyens de transport, on voit les habitudes de vie. Je te laisse observer tout simplement. Regarde comment on vivait au début des années 1900. Ça sent bien. Bon, ça va pas super bien, hein, la connexion. Naturellement, les images ont été colorées. Notre-Dame de Paris en arrière, la cathédrale.
Les femmes portent des ombrelles, c'est pas des parapluies, c'est pour se protéger du soleil, pour faire de l'ombre, des ombrelles, parce que la peau blanche, à cette époque-là, c'est ce qu'on veut avoir. Les femmes qui sont habillées tout en noir portent le deuil. Ça veut dire que quelqu'un de leur famille est décédé durant l'année. Un trottoir roulant. C'est spécial, hein? Aujourd'hui, on voit ça dans les aéroports. On voit les jeux des enfants. Tu vois comment ils étaient habillés? Ils étaient chics, hein? Ça, c'était la promenade du dimanche, probablement. On va au parc. Voilà. Retournons à notre première guerre. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on a un grand besoin de matières premières. Et pour faire fonctionner leurs usines, qui sont de plus en plus nombreuses, les pays industrialisés ont besoin de beaucoup de matières premières. Les matières qu'on doit aller se procurer ailleurs sont, entre autres, le caoutchouc. Oui, ça vient d'un arbre, le caoutchouc. Le coton, pas de ça en Europe du tout, là. Du sucre, il n'y a pas ça en Europe non plus. Et certaines huiles végétales qui ne sont pas en Europe non plus. Les Européens doivent se procurer ces matières premières parce que c'est la première composition de l'objet qui vient directement de la nature, dans leur colonie. Donc, ils doivent aller chercher ça dans leur colonie. Tu vois ici, si tu es un pays qui possède des colonies en Afrique, sans doute que tu as accès à d'immenses champs de coton. Donc, tu peux demander aux gens qui habitent dans ta colonie de faire la culture du coton pour toi. Le coton est acheminé dans ton pays et tu le transformes en usine. Avec le coton, on a fait plusieurs vêtements. Avant, on faisait les vêtements avec la laine, avec le lin. C'est des tissus qui piquent ou qui grattent un peu. Le coton, c'est très doux. C'est des boules de ouate. Ça fait des vêtements très doux et on en veut beaucoup. Donc, ça nous prend des colonies qui en fabriquent beaucoup. On veut aussi du sucre. À partir du moment où les Européens ont découvert le sucre, leurs habitudes alimentaires ont beaucoup changé. Ce sont les Français qui ont inventé la crème fouettée sucrée, les pâtisseries. Ben, s'ils n'avaient pas eu des colonies pour cultiver le sucre pour eux, tout ça, ça n'aurait pas existé. Alors, la canne à sucre, ça vient des Antilles, ça vient de la Martinique, ça vient des îles près de l'Amérique du Sud. Et ça, c'est les hommes qui cultivent ça avec des grandes faucilles et les femmes souvent travaillaient dans les presses. Ça, c'est que la grande tige qui est très raide, on va l'écraser dans un pressoir et de ça va sortir un jus. Et le jus, on va le faire bouillir et en bouillant, toute l'eau, tout le liquide va s'évaporer, si bien qu'il ne restera qu'à la fin que la cristallisation des cristaux de sucre. Donc, c'est comme ça qu'on fabrique le sucre. On en veut du sucre parce qu'on en consomme beaucoup. On a besoin de nos colonies pour avoir du sucre. La même chose avec le caoutchouc. Ça, c'est un EVA. H-E-V-E-A. C'est comme ça que ça s'appelle, cet arbre-là. Et ça produit un latex naturel. En fait, quand tu coupes l'écorce, il coule une espèce de sève qui va se coaguler à l'air. La sève va épaissir et ça devient tout élastique, cette affaire-là. Donc, dans les années 1500, on connaissait même déjà ça. Regarde, ça, c'est un dessin qui vient des Aztèques au 15e siècle. Et le caoutchouc était connu des Aztèques. C'était même un produit sacré pour eux. Tu envoies un Aztèque
qui fait une offrande à un dieu. Et c'était des balles de caoutchouc qu'ils donnaient comme ça. Ils avaient même un sport de balles, là, j'ai oublié le nom, mais bon, ils jouaient déjà à la balle en caoutchouc dans ce temps-là. Ça rebondissait et tout. Là. Ils avaient compris comment ça fonctionnait. À partir de l'EVA, ils pouvaient se fabriquer ces trucs-là. Puis nous, ben, le caoutchouc, aujourd'hui, peut-être que tu ne le savais pas, mais il y a eu toute une transformation. On commence, à l'époque, on récoltait le produit naturel qui vient de l'EVA. On le récoltait comme ça dans des chaudières à même l'arbre. Et puis, à un moment donné, dans les années 1800, il y a un monsieur qui s'appelle Goodyear. Tu as déjà entendu ça, Goodyear, hein? Il y a des pneus comme ça. Ben, monsieur Goodyear, lui, il a compris que si il mettait ce produit-là en lien avec le soufre, qui est un autre produit naturel, le, le produit va devenir beaucoup plus résistant. Et avec ça, lui, il a fabriqué le premier caoutchouc résistant. Après ça, tu as M. Dunlop qui, lui, a fabriqué les premiers pneus de vélo. L'idée du pneu vient de M. Dunlop. Et puis les frères Michelin, eux autres, ils ont encore plus solidifié la matière et en ont fait des pneus de voiture. Aujourd'hui, on ne prend plus le produit naturel caoutchouc pour faire nos produits parce que, bon, on veut préserver la nature. On en fait un euh, totalement synthétique, là. C'est un caoutchouc qui est complètement chimique. Et on appelle ça le néoprène. Et si tu vois en bas de l'image, il y a plein d'objets de notre vie courante qui sont faits en néoprène. Ça, c'est inspiré du caoutchouc. Mais sache que le caoutchouc, à l'époque, on en avait besoin pour faire les pneus d'auto, entre autres. Donc, pour pouvoir se procurer toutes ces matières premières, les métropoles les plus importantes du monde vont aller visiter toutes leurs colonies. Et à cette époque-là, c'est pas les États-Unis qui sont la première puissance mondiale, pas pantoute. Les puissances mondiales, regarde, je vais te montrer. Là, je viens d'encercler la France. La France est la deuxième puissance mondiale à l'époque. La France possède des colonies, beaucoup de colonies en Afrique du Nord. Madagascar aussi appartient à la France. Et l'Indochine, en Asie aussi, la France a des colonies. Alors que les Néerlandais, eux autres, c'est les jaunes que tu vois là. Eux, les Néerlandais qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, la Hollande, là, possédaient toute l'Indonésie. Et là-dedans, il y avait beaucoup de commerce à faire en Asie. Les Hollandais étaient très puissants à l'époque. Parce que cette colonie-là, l'Indonésie, était très précieuse à l'époque. Tu sais, tous les produits de qualité qui viennent d'Asie, bon ben, eux, ils y avaient accès. Mais la puissance mondiale de l'époque, c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni possède toutes les terres qui sont en bleu sur le globe terrestre que tu vois à cette époque-là. On est en 1914. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Là, on est vraiment en 1914. Donc, l'Angleterre possède l'Afrique du Sud au grand complet, possède plein de pays d'Afrique, dont l'Égypte, possède l'Inde, possède l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, possède le Canada, possède aussi les pays scandinaves. Hey, c'est pas rien cette affaire-là. Le Royaume-Uni est ultra puissant à l'époque. C'est la puissance mondiale. Il y a une expression qui disait à cette époque-là, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. C'est sûr. L'Empire britannique, là, si tu fais un scan qui part de la gauche là, sur ma carte, puis que tu scannes tranquillement, pas vite, en une seule ligne, en te tassant vers la droite, tu vas te rendre compte que toujours, ta ligne verticale va toucher à un pays bleu. Alors, c'est sûr, la Terre tourne, hein, et puis le Soleil éclaire toujours une colonie britannique pendant qu'une autre colonie dort. Donc, le Soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. C'est immense, immense, immense. Et là, il y en a qui sont un peu jaloux là, dans cette histoire-là. C'est sûr que les Français aimeraient ça avoir plus de territoire. C'est sûr que les Néerlandais aussi. Mais ceux qui sont vraiment, mais vraiment là, déçus de leur possession, ce sont les Allemands. Les Allemands,
En Europe, si tu vas voir dans l'Europe, c'est le pays en noir, à côté de la France et des Pays-Bas, jaune. Ça, c'est l'Allemagne. Et si tu vois, l'Allemagne a très peu de colonies. Trois pays d'Afrique, puis un petit peu là, au nord de la Papouasie. Ils ont presque rien. Et sincèrement, ça les dérange. Ils voudraient en avoir plus. Mais c'est bien plate parce que la plupart des territoires intéressants sont déjà occupés. Tu as juste à dire, ben, ils iront là où c'est blanc. Mais là où c'est blanc, c'est des États qui sont indépendants. Eux autres, ils s'en sortent sans avoir d'empire. Ils veulent rester indépendants. Puis de toute façon, là où c'est intéressant, c'est là où pousse le coton, là où il y a du caoutchouc, là où on peut extraire des huiles, là où il y a des épices, là où... Et c'est déjà tout pris, ces territoires-là. Alors les Allemands sont mal pris. Et tu le sais très bien comme moi, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe quand un pays veut posséder les terres de d'autres personnes? Ben oui, tu le sais, hein? Ils vont probablement faire la guerre pour voler les territoires aux autres. C'est un peu ça qui va se passer, en effet. Donc, l'Allemagne manque de puissance coloniale. Donc, ça va commencer à déranger pas mal tout le monde. Comment ça se passe dans les colonies? Ben, il y a des soldats, des marchands puis des missionnaires, ça c'est des religieux, qui vont s'installer partout dans les colonies. Les soldats pour faire régner la loi, les marchands pour aller chercher des produits des colonies, l'acheter aux colons et venir les ramener en Europe pour les revendre, et des missionnaires, ça c'est des religieux catholiques pour la plupart, qui s'en vont dans les colonies pour essayer de transformer les gens en bons catholiques ou en bons protestants. Sauf que les gens dans les colonies, là, prends les Africains, ils vivent selon leur mode de vie depuis des milliers d'années. Ils ont leur religion, leurs coutumes, leur façon de faire. Et puis, ils n'ont pas vraiment envie de devenir européens. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que quand ils allaient, les Européens, dans les colonies, ils ne donnaient pas grand choix à leur population. Ou bien tu changes, ou bien ça se peut que tu aies la vie dure. Alors, les Européens, sous prétexte d'apporter la civilisation dans ces pays-là, le plus souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les soumettaient par la force à l'esclavage. Hein. Les Européens trouvaient qu'en Afrique, en Australie et tout ça, les peuples étaient inférieurs, pas éduqués, pas industrialisés, connaissaient absolument rien. Rien. Pour la plupart, savaient ni lire ni écrire. Tout ce qu'ils faisaient, c'était chasser pour survivre. Alors, les Européens ont décidé qu'ils feraient de ces pays-là des pays civilisés. Ben, ils ont sans doute réussi, hein, parce que regarde aujourd'hui l'Australie, regarde le Cameroun, regarde, il y a plein de pays comme ça qui se sont développés, mais c'est parce que les Européens sont arrivés là et ils ont imposé leur façon de faire. Mais là, tu vois, malheureusement, ça s'est souvent fait par la force. Donc, l'esclavage existait à cette époque-là. Nous, au Canada, on a surtout pas entendu parler de l'esclavage aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Les États-Unis allaient en Afrique chercher des hommes comme ça et des femmes et ils les ramenaient sur des grands bateaux qu'on appelait les négriers. Et puis les esclaves, on les appelait les nègres. Et puis ils travaillaient dans des plantations de coton pour la plupart, où ils étaient servants ou servantes dans les maisons des riches. C'est épouvantable. Aujourd'hui, l'esclavagisme n'existe plus en Amérique, ça c'est clair. Ça a été éradiqué et fort heureusement. Mais c'est encore, ça a été un très très long processus avant que le peuple à la peau noire en Amérique puisse avoir sa dignité, sa propre raison d'être et les mêmes droits que tous les autres. C'est une longue histoire. Ils ont un passé, disons, qui est triste, injuste. Ouais, c'est épouvantable. Alors, on est à une époque où, à cause des colonies un peu partout, tout le monde envie la position de l'autre. Tu sais l'expression, là, le gazon est toujours plus vert sur le terrain du voisin, ben on pense tous ça comme ça.
Il y a un pays qui dit ouais, lui là, il a plus de caoutchouc que moi. Ouais, mais lui là, il a plus de coton que moi. Donc, on commence à s'envier les uns les autres pour nos colonies. Et ça, c'est un climat qui n'est pas super, hein? On s'envie les uns les autres, on a peur du voisin, on craint son voisin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des alliances, on va se faire des gangs. On va se dire, bon, toi là, puis moi, on se met ensemble et si jamais il y en a un de nous deux qui se fait attaquer par un autre, ben, on se met ensemble pour se défendre. Ça, ça s'appelle faire des alliances. Et c'est ce qui s'est produit. Chaque pays pense que l'autre en veut à sa prospérité. Sa prospérité, ça veut dire grandir économiquement, devenir plus important. Chaque pays pense que l'autre il est jaloux de nous. Et là, on se met à se regarder avec un petit œil de travers et à se dire hey, lui, là, je le truste pas. Hein? Fait que là, on commence à se méfier les uns des autres. Ça va même jusque dans les écoles. À l'école, dans ce temps-là, on élève les enfants avec une ferveur patriotique. Tu peux pas comprendre ça, toi, aujourd'hui, parce que tu vis pas dans ça du tout. Tu vis dans la liberté de penser, tu as le droit d'avoir des opinions. Mais dans ce temps-là, les enfants, on les élevait pas du tout de la même façon. On élevait les enfants avec la possibilité qu'ils doivent faire la guerre. Et pour pouvoir faire la guerre et vouloir gagner la guerre, il faut que tu aies un sentiment d'appartenance envers ton pays très, 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 très fort. Tu sais, vouloir mourir pour son pays, c'est quelque chose, là. Ben déjà, quand ils étaient petits, les enfants, on les éduquait à l'amour de leur pays. À chaque matin, on chantait l'hymne national de notre pays en classe. À chaque matin, on faisait réciter des poésies qui visaient à, à convaincre la jeunesse que leur pays était le meilleur de tous les pays et que tous ceux qui s'en prendraient à leur pays devraient mourir. On est loin de la petite poésie de la cigale et la fourmi, là. Et tu sais quoi? Il y a un film que j'adore qui s'appelle Joyeux Noël. Je t'en reparlerai un petit peu plus tard dans les cours sur la Première Guerre. C'est un film et dans ce film-là, on voit des enfants justement de chacun de ces pays qui ont fait la guerre qui récitent des poésies. Bien sûr, pour qu'on les comprenne, elles sont toutes en français, là, mais il y a la France, il y a l'Angleterre et il y a l'Allemagne qui récitent ces poésies en classe le matin par des enfants. Je te laisse écouter, puis après je t'en reparle. Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts, tu l'écartes. En rouge, il vaut mieux le tracer. Plus tard, quoi que le sort te fasse, promets-moi bien d'aller là-bas, chercher les enfants de l'Alsace qui nous tendent leurs petits bras. Puissent, en notre chère France, les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant. Grandis, grandis, la France attend. Nous, Anglais, effacerons la trace des impériaux, des Allemands, et nous exterminerons leur race sans pitié envers leurs enfants. Des cris de ces jeunes vipères puissent nos cœurs ne pas être émus. Ces enfants vengeraient leur père, mais sous terre ils ne se vengent plus. L'Allemagne a un seul ennemi, un seul, qui menace ses enfants, un ennemi veule, plein de haine et d'envie, gorgé de sang amer. L'Allemagne a un seul ennemi, un seul, le bras levé sur nous par-delà les mers, il est connu de vous, son nom est Angleterre. C'est fou, hein? C'est incroyable comment on peut apprendre à des enfants à haïr son ennemi comme ça. Et ça, dans les guerres, tu vas voir, on va parler de la Seconde Guerre mondiale aussi. C'est un travail qu'on fait beaucoup auprès des enfants. Quand un enfant grandit avec la certitude qu'il faut tuer celui qui ne pense pas comme lui, ben ça devient un principe de vie, une valeur de vie. Et du coup, pour dire comme les Français, du coup, tuer l'ennemi, ça devient tout à fait logique. Parce qu'on a grandi avec cette façon de penser-là. Tu reculeras en arrière, tu iras les réécouter. C'est épouvantable. L'Angleterre qui dit
Nous effacerons la trace des impériaux et des Allemands. Nous exterminerons leur race sans pitié envers leurs enfants. Hey, voyons, des beaux petits poèmes cute. La France qui dit cher enfant, grandis, grandis, la France attend. Autrement dit, la France attend que tu sois grand pour que tu ailles te battre, hein? C'est ça que ça veut dire. Puis l'Allemagne qui dit, l'enfant dit, l'Allemagne a un seul ennemi, l'Angleterre. Donc, quand tu es un enfant et que tu récites ces poésies-là à tous les jours, ben ça te rentre dans le cerveau. Tu comprends? Tu es conditionné. Et c'est ce qu'on faisait. Alors, en 1914, voici la carte de l'Europe. C'est des pays que tu connais. Mais là, tu dis, ben voyons donc, l'Autriche-Hongrie, je connais pas ça. Puis il me semble l'Allemagne, c'est pas grand de même. Effectivement, à ce temps-là, en 1914, il y a des empires qui existent, hein? Et il y a l'empire austro-hongrois, qu'on appelle l'Autriche-Hongrie. Aujourd'hui, là-dedans, il y a plein de petits pays, là. Il y a la Pologne, l'Ukraine, la Slovaquie, la République tchèque, la Croatie, la Bosnie. Tout ça, c'est des pays qui existent aujourd'hui, mais qui n'étaient pas indépendants à l'époque. Ils étaient sous le règne de François-Joseph, empereur, pardon, de l'Autriche-Hongrie. Ils avaient fait des conquêtes, ils avaient euh, réuni tous ces pays-là ensemble. Donc, les gens qui se regardent là, avec les yeux croches puis qui se disent me semble qu'eux autres ils ont plus de colonies et de produits que nous, bon, ben ils ont décidé de faire une alliance. La France et le Royaume-Uni, les deux plus grandes puissances mondiales de l'époque, se sont unis ensemble. Enfin, ils ont arrêté de se chicaner. Donc, la France et le Royaume-Uni ont décidé de s'unir avec la Russie en cas de bataille. Autrement dit, si la Russie est attaquée, la France et le Royaume-Uni vont l'aider. Et vice-versa pour chacun des pays. En bas, tu vois, en bas à gauche, tu vois le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont en vert parce que ce sont des colonies françaises, tout simplement. En la couleur bizarre là, que j'appelle cacadois, là, c'est pas brun, c'est pas vert, c'est entre les deux. C'est ce qu'on a appelé la Triple Alliance. Ce sont les trois régions qui se sont liées en une alliance, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Ces trois pays-là se sont liés et ils se sont dit, si jamais la France, le Royaume-Uni ou la Russie nous attaquent, ben nous, on est ensemble et puis on se lâche pas. Les pays qui sont en beige, c'est les pays qui, à cette époque-là, n'étaient pas encore alliés à aucune des parties. Je ne sais pas si tu remarques qu'il y a deux petits pays là, en dessous de l'Autriche-Hongrie qui sont en vert pâle, pâle, pâle. La Serbie et le Monténégro. Bon, ce qu'il faut que tu saches, c'est que en Autriche-Hongrie, ça va pas bien. Ça brasse. Et dans le sud de l'Autriche-Hongrie, incluant la Serbie et le Monténégro, on essaie de faire euh, un État indépendant. On ne veut plus faire partie de l'Autriche-Hongrie et la Serbie ne veut pas être inclus dans l'Autriche-Hongrie. Et ils sont bien pompés, là. Ils veulent pas du tout, du tout, du tout, là. Et la Serbie, pour se protéger de l'Autriche-Hongrie, a demandé à la Russie de la protéger. Donc, la Russie protège la Serbie. C'est pour ça que la Serbie est en vert pâle. C'est important de le réaliser parce que dans l'élément déclencheur de la guerre, la Serbie joue un rôle très, très, très important. On va y arriver. Ça, en classe, on remplit la carte, on la colorie et tout ça, mais là, pas pendant la présentation. Je veux te montrer comment les frontières ont bougé. Et pour ça, j'ai pris un extrait d'un épisode de C'est pas sorcier sur la guerre de 14-18. Je t'en fais écouter un extrait. Voilà, ça résume un peu ce que je te disais avant, n'est-ce pas? Donc, on est dans les alliances et ce qui fait que la guerre va commencer. Alors, lui, il s'appelle François Ferdinand. Il est archiduc. C'est le futur empereur de l'Autriche-Hongrie. On appelle ça l'Empire austro-hongrois de Autriche-Hongrie.
Son père s'appelle François-Joseph. Et puis François-Joseph, en 1914, il est à veille de terminer son règne parce qu'il est vieux. Il a 84 ans. Il ne peut plus gérer lui-même son empire, ce qui fait que François-Ferdinand, le plus vieux de ses fils, va l'aider. François-Ferdinand, à la mort de son père, deviendra l'empereur d'Autriche-Hongrie. Alors c'est lui, dans son habit militaire, parce qu'il est chef des armées. C'est ça, l'Autriche-Hongrie. Ça englobe plusieurs régions. Ce que tu vois à droite, c'est le drapeau de l'Autriche-Hongrie. Le petit drapeau à gauche, c'est l'Autriche, puis le petit drapeau à droite, c'est l'Hongrie. Et quand on réunit tout ça, ça fait le drapeau de l'Autriche-Hongrie. Euh, Aujourd'hui, ça n'existe plus, tout ça. C'est séparé. Là-dedans, on retrouve la Croatie, on trouve la République tchèque et d'autres pays comme ça. Mais à cette époque-là, tout était attaché, tout était en un seul empire. Et François-Joseph en est l'empereur. Sauf que, comme je t'expliquais tantôt, il y a des mouvements de rébellion dans l'Empire. Dans le sud de l'Empire, je reviens en arrière, là où c'est écrit Bosnie-Herzégovine, là où c'est écrit Croatie-Slovénie et là où c'est écrit Serbie. Dans ce coin-là, ça brasse. La Serbie n'est pas encore dans l'Empire. Par contre, François-Joseph veut vraiment que la Serbie fasse partie de l'Empire. Mais la Serbie ne veut rien savoir parce que la Serbie ne partage pas les idées de de François-Joseph exactement. Elle veut rester indépendante. En fait, elle ne veut pas rester indépendante. Ils veulent former un État indépendant qui inclurait la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie. Ils voudraient se réunir comme ça. Et eux, ils pensent plus comme les Russes, tu comprends? Fait être avec des Autrichiens, ça marche pas. Ils n'ont pas la même religion, ils parlent pas la même langue, ils veulent se séparer. Ils se sentent pas bien dans l'Empire austro-hongrois. Alors, lui, celui que tu vois, c'est François Ferdinand, le successeur à François Joseph. François Ferdinand va interdire à la Serbie de faire un rassemblement comme ça pour pouvoir faire un État. Il va l'interdire. Et quand François Ferdinand va interdire cette réunion-là, les gens vont vraiment mal le prendre. Ils voudraient former, eux, ce qu'on appelle la Yougoslavie, mais François Ferdinand ne veut pas. Donc, ils sont fâchés. Ils sont sur le bord de la rébellion. Voyant que ça ne fonctionnait pas bien, François Ferdinand va, va penser que s'il se déplace et qu'il va les voir en personne, il va réussir à les calmer. Donc voici ce qu'il dit à sa femme. Ma chérie, notre empire ne se porte pas très bien. Je crains une rébellion. Et si nous quittions Vienne pour aller faire une tournée dans le sud de l'Empire pour démontrer notre bonne volonté aux habitants? Nous nous attirerions ainsi leur sympathie et cela calmerait sans doute les batailles. Va faire tes bagages. Bon, je suis pas sûre qu'il a dit ça comme ça, mais eux, ils habitent Vienne, oui, la capitale de l'Autriche. Le château est encore là. D'ailleurs, tu iras voir si jamais tu as la chance de voyager un jour. Rends-toi à Vienne, c'est magnifique. Bref, ils ont décidé de partir pour aller dans le sud de leur empire. Donc ici, on les voit embarquer, là, c'est une photo, ça, très célèbre, et tu verras pourquoi plus tard. Donc, j'ai la carte là, de l'Autriche-Hongrie que tu vois. Je vais encercler Vienne. Voilà. J'encercle Vienne et j'encercle Sarajevo. Sarajevo, c'est une ville en Bosnie et François-Joseph, pas François-Joseph, François Ferdinand, je les mélange, c'est le fils François Ferdinand, il décide avec sa femme de se rendre à Sarajevo. Ils veulent aller rencontrer les gens importants de cette région-là pour leur parler, les convaincre que l'Empire, c'est la bonne idée pour eux, qu'ils ne doivent pas se rebeller, qu'ils doivent rester fidèles. Bref, il s'en va faire son travail d'empereur dans le sud de son empire. Dans ce temps-là, ils ne peuvent pas s'envoyer des textos, ils ne peuvent pas faire des FaceTime. La seule façon
de s'attirer la sympathie des gens, c'est d'y aller et de leur parler directement. Donc, on se déplace beaucoup. Les empereurs voyagent beaucoup à cette époque-là. Donc, voici à Sarajevo François Ferdinand et son épouse pour rencontrer les gens, pour essayer de calmer les batailles. Donc, François Ferdinand, quand il arrive à Sarajevo, en Bosnie, les habitants, bon, on le voit en haut à droite, les hauts dirigeants vont le rencontrer dans son habit militaire et tout et tout. Ils sont heureux de le voir, c'est quand même leur empereur. Mais la population qui ne veut pas se faire dicter par un empereur, qui veut se rébeller, elle n'est pas contente. Malgré tout, malgré le mécontentement, tu vois la photo de François Ferdinand et de sa femme qui se dirigent vers une berline, une voiture à toit ouvrant, et ils vont aller dans la ville de Sarajevo, dans les rues, faire une parade pour se montrer à la population, faire des petits bye-bye là, pour être sympathiques et gentils et montrer à leur population qu'ils ne veulent pas de bataille, qu'ils veulent la paix. Ils veulent s'attirer la sympathie de leur peuple. Sauf que ça se passe pas super bien l'affaire là. C'est que pendant la parade, alors qu'il y a des gens sur le bord de la rue, il y a un gars qui prend les armes et qui va tuer l'archiduc et sa femme. Euh, Tu comprendras que c'est pas banal du tout. C'est sûr qu'on a capturé ce gars-là, on l'a emprisonné, je vais t'en reparler un peu plus tard. Mais ça là, ça, cet événement-là, c'est le point de départ. C'est ce qui nous manquait pour qu'une guerre éclate. Il fallait qu'il arrive quelque chose pour que la guerre éclate, et bien c'est ça qui est arrivé. C'est spécial, hein? Lui, il s'appelle Gavrilo Princip. C'est lui l'assassin. C'est un jeune Serbe qui vient de la Serbie. Et lui, il ne voulait pas que la Serbie soit annexée à la Bosnie, à l'Autriche-Hongrie, excuse-moi. Et parce qu'il croyait tellement fort en ce principe-là, il a pris la décision d'assassiner l'archiduc et rien de moins quand il se présenterait chez lui, dans le pays juste à côté, en Bosnie. Donc, lui, il a tué l'archiduc et sa femme. C'est c'est grave, là. Un archiduc qui est assassiné, là, c'est comme si quelqu'un assassinait notre premier ministre du Canada. C'est grave ce qui s'est passé. Donc, je reviens à ma carte. Puisque notre Gavrilo, là, Gavrilo qui a été mis en prison d'ailleurs dans des conditions qui n'étaient pas très, très, très bonnes, il a survécu 4 ans après cet incident-là en prison. Il est mort en 1918 d'une tuberculose, pardon. Ouais, parce qu'il n'était pas bien traité en prison. Et puis, aujourd'hui, en 2000 machin, euh, Gavrilo Princip, c'est un héros pour les gens de la Bosnie-Herzégovine parce que c'est lui qui a fait éclater la guerre et suite à la guerre, l'Autriche-Hongrie a été complètement démantelée. Donc, ils ont pu retrouver leur indépendance, la Bosnie. Bon, je reviens à ma Serbie. Gavrilo Princip, l'assassin, est serbe. Tu vois la Serbie? La Serbie est verte pâle, n'est-ce pas? Vert pâle est protégé par la Russie, n'est-ce pas? Le Serbe a tué le l'archiduc de Autriche-Hongrie, qui est en vert cacadois. Un vert a tué un vert cacadois. Les alliances sont désormais ennemies. Est-ce que tu comprends ce qui va se passer? La Serbie va demander l'aide de la Russie. La Russie va aider la Serbie, va déclencher la guerre contre l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie va demander de l'aide des autres pays. La Russie est appuyée par le Royaume-Uni et la France et vlang, la guerre va commencer comme ça. Et le Royaume-Uni, souviens-toi que c'est lui qui possède le plus de colonies dans le monde, dont le Canada. C'est pour ça que les Canadiens ont été obligés de faire la guerre en 1914, parce que le Royaume-Uni avait déclaré la guerre, était en guerre. Et si le Royaume-Uni est en guerre, toutes ses colonies sont en guerre. Si la France est en guerre, toutes ses colonies sont en guerre. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ont fait la guerre pour la France. C'était ses colonies.
le monde entier s'est retrouvé en guerre. C'est comme ça, et c'est pour ça qu'on dit que c'était une guerre mondiale. Et c'est là que l'Europe a explosé. La suite au prochain cours. Bye!